Bienvenue dans toutes les France exceptionnelles dans le cadre de ces 24 heures de l'outre-mer. La mobilisation sur France O se poursuit. Valorisation de l'extraordinaire richesse de nos outre-mer, mémoire, tradition, innovation. Eh bien, ça sera le sujet de ce Toutes les France spécial avec des invités prestigieux. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, mais également Daniel Maximin, qui est le commissaire général de l'année des Outre-mer. Quel bilan de cette année? Est-ce qu'on a mieux appris à connaître ces Outre-mer? Restez avec nous. Nous sommes au Musée national de la Marine pour cette édition spéciale de Toutes les France, dans le cadre des 24 heures de l'Outre-mer sur France O. Deux invités emblématiques de cette année des Outre-mer. Daniel Maximin, bonjour, vous êtes écrivain, poète, essayiste et surtout commissaire général de cette année des Outre-mer. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. De l'autre côté du plateau, nous avons M. Emmanuel Casarerou. Vous avez été directeur du Centre culturel Tjibaou à Nouméa et aujourd'hui vous êtes chargé de mission auprès du musée du Quai Branly pour une exposition exceptionnelle sur l'art kanak qui aura lieu en 2013 pour dire que cette année des Outre-mer se poursuit, se prolonge au-delà de l'année 2011. En quoi va consister cette exposition ? C'est une exposition internationale qui va essayer de faire un peu le point sur l'ensemble des objets qui sont repérés et qu'on est en train de repérer dans les différentes collections, notamment en France, plus de 70 musées, mais aussi en Europe, et essayer de montrer aussi l'histoire de ces objets et de l'art kanak dans la chronologie, dans la relation que ces objets aussi racontent, non seulement sur leur population originelle et qu'ils les ont créés, mais également sur les relations établies avec la France notamment et l'Europe depuis la fin du XVIIIe siècle. Daniel Maximin, retour sur cette année des Outre-mer. Elle a commencé en fanfare avec une grande inauguration. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu l'écho attendu? Est-ce qu'il y a eu l'engouement attendu pour la découverte de cette immense richesse, de ces mémoires, de cette tradition, de cette capacité d'innovation de nos Outre-mer? Il y a eu l'engouement plus qu'attendu, puisque rien n'était attendu ou pas grand-chose. Pour certains, on se dit qu'est-ce que ça va être, il n'y a pas le temps, ou bien c'est quoi, est-ce que c'est une opération politicienne, est-ce qu'il s'agit de montrer quoi des Outre-mer, les Outre-mer sont différents entre eux, et en réalité, je crois que sur le plan de la quantité comme de la qualité, on a vraiment, là, on a les résultats, et c'est pas fini, vraiment de ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire... Alors quel résultat, concrètement? Une année du nous, Oui. Et pas du je, tu, il, du moi d'abord, et des choses de ce genre. Par exemple, l'ensemble des trois grands océans, Océanie, Océan Indien, la Réunion, et Atlantique, de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'aux Antilles et la Guyane, ensemble. Ensemble, ça ne veut pas dire la même chose. C'est d'où les Outre-mer, ce pluriel, pour montrer, oui, nous avons des problèmes communs. Un exemple emblématique, bientôt, on va finir en gros l'année en décembre, avec la première grande rétrospective des cinémas des Outre-mer, des documents, on ne sait pas, il y a un tas de documentaires de Calédonie, de Polynésie, des films de fiction des Antilles. Et bien voilà, tout ça va être ensemble, donc en confrontation pendant 15 jours à la Cinémathèque entre le 14 et le 30 décembre. Et encore, en Guyane, là aussi pour la première fois, toutes les langues d'outre-mer, c'est-à-dire 50 sur les 75 langues de France, vont être là pendant 3 jours à réfléchir sur ce qu'est chacune, mais aussi sur des problèmes communs, l'illettrisme, la diffusion de langues qui sont même en voie de disparition, le bilinguisme, etc. Oui. Juste 2 exemples, mais en réalité, il y a un certain nombre d'événements, Daniel Maximin, oui. Mais cette année des Outre-mer a été aussi organisée parce qu'il y avait un problème de perception de nos Outre-mer. On l'a dit souvent. Des clichés, une vision parfois folklorique. Oui. Est-ce que cette vision, selon vous, a changé? Qui a participé aux différents événements? Oui. Et est-ce que l'Hexagone a participé pleinement à cette découverte proposée par l'année des Outre-mer? Il y a une chose que j'avais souhaité, c'est pas l'Outre-mer qui va, entre guillemets, grossièrement se payer une vision en organisant du théâtre, des films, salon du livre, des choses comme ça, ultramarins pour montrer ce qu'on est pendant un an et puis après au revoir et au suivant. Oui. C'est véritablement, j'ai envie de dire, la France reçoit les Outre-mer.
Et ça, c'est clair. Que La France reçoit la France. Oui, la France métropolitaine reçoit les Outre-mer. C'est-à-dire que 99%, je dirais, des manifestations sont organisées dans un cadre qui existait déjà, dans des lieux qui font des choses et qui ont pris l'outre-mer comme thématique. C'est la seule garantie. Comme le Musée national de la Marine. Par exemple, qui qui a fait 3 expositions au Musée national de la Marine. Rohner, aujourd'hui, bientôt, les peintres de la Marine, ainsi qu'une exposition qui a été présentée ici du ministère de la Défense sur la résistance dans les Outre-mer. Donc, c'était ça, que les institutions, que les festivals, les 3/4 des festivals ont mis des choses d'outre-mer à leur programmation. Et je crois que c'est intéressant parce qu'au fond, cette image cliché, la plage, les marquises, les Antilles, etc., elle n'est pas si importante et forte que cela en réalité. Il suffit de présenter les réalités, elles sont accueillies. Et c'est ça qui me paraît très intéressant, au-delà du folklore doudouiste, par exemple. Les gens, c'est pas ça qu'ils demandent dans le monde, ou en France, ou chez nous-mêmes. Et on constate qu'il y a une adhésion à la présentation. J'ai un exemple très frappant. Jamais on a eu une telle concentration d'artistes que dans le jardin d'acclimatation, 4 spectacles par jour pendant un mois, mais les gens qui venaient à la découverte avec leurs poussettes, les bébés, les enfants, pour se promener dans le jardin, ont découvert quelque chose qui était de l'ordre d'une qualité, même si c'était pour peu de gens, justement, ce n'était pas le zénith et tout cela, et ont pu percevoir quelque chose qui montrait une excellence artistique, parce qu'à quoi bon montrer des choses si elles ne valent pas le coup, une excellence, aussi bien le Maloya de la Réunion, que du Gros Cas des Antilles, que des choses de la Calédonie, la Polynésie, etc., pour un public qui n'était pas venu pour ça et qui découvrait. Donc je crois que c'est ça important, aussi bien au niveau des institutions culturelles, des structures culturelles des festivals, qu'au niveau du public, il y a eu ça qui fait que on peut s'en aller loin. Maintenant, des clichés, les deux, clichés enfer de victimes du monde ou enfer de paradis sur Terre. Emmanuel Casarero, on sort des clichés de ces territoires et départements d'outre-mer? Oui, j'ai l'impression, on a nos propres clichés, nous aussi. Parce que quand on dit outre-mer, on a l'impression que c'est toujours nous tout seuls, alors qu'on n'est qu'une toute petite partie. Ça permet aussi à tous les Outre-mer de découvrir leur propre diversité. De découvrir cette diversité. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue ici à Paris en venant et en découvrant ce qui avait été fait par les alliés d'Outre-mer au musée de la céramique, par exemple, de Sèvres, et l'émotion de voir ces potières qui venaient de Guyane et de retrouver des objets qui étaient là depuis près de 200 ans, en fait. Et je trouve que ça, c'est une vraie dimension aussi, c'est de se découvrir aussi pluriel à l'intérieur de cet ensemble unique qui est l'Outre-mer. Daniel Maximin, on parlait des clichés, l'aspect folklorique, mais il y a aussi des situations difficiles sur le terrain, des situations économiques et sociales, un chômage élevé et une comparaison parfois difficile à faire entre l'Hexagone et ces territoires. Comment cette année des Outre-mer peut contribuer à mieux expliquer la situation dans les différents territoires? Est-ce qu'elle a réussi aussi C'est très simple, il s'agit de montrer que ce sont des gens qui ont une dignité et que dans leurs aspirations, c'est pas comme soit les victimes qui demandent une repentance ou un remboursement, ni non plus des gens sans force et tout cela qui sont là et qui attendent de l'extérieur. L'Outre-mer a une vitalité. Il y a des choses qui empêchent. Mais il y a par exemple des entrepreneurs, il y a des gens qui veulent faire des choses. Quant aux artistes, c'est une évidence dans l'art. Justement, vous avez parlé tout de suite vous-même directement des artistes, du chant, de la musique. Et finalement, c'est une partie qu'on connaît relativement bien. Oui, mais il y a tout le reste. On l'a vu dans le domaine économique, par exemple avec Outre-mer Développement, etc., dans le domaine de l'artisanat. Et en réalité, il y a plus des empêchements à faire qu'une espèce de passivité dans laquelle on enferme trop souvent les Outre-mer. C'est pour ça que c'est important de montrer d'abord qu'ils sont là depuis longtemps. Emmanuel parlait il parcourt les musées, 70 musées de France qui ont des choses depuis le XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas seulement là, c'est aussi dans la vie même de la République. Il s'agissait de montrer aux Français qu'ils sont ultramarins depuis la Révolution, depuis la Déclaration des droits de l'homme. Et on va voir à quel point ils sont ultramarins, mais on va revenir sur les cérémonies de cette année des Outre-mer, le début à l'Assemblée nationale, le 2 février 2011. Dernier, regardez. 12 couleurs, 12 territoires, un événement au cœur de Paris. C'est à l'Assemblée nationale qu'a été donné le coup d'envoi de l'année des Outre-mer. Pour le gouvernement et les parlementaires, un enjeu au-delà du symbole, donner une meilleure visibilité aux territoires éloignés de l'Hexagone. Les départements et territoires d'outre-mer n'occupent le devant de la scène qu'à l'occasion de conflits sociaux, de crises ou de catastrophes naturelles. Pour 2011, faisons le pari d'un retournement. On voit bien qu'à un moment donné,
L'outre-mer n'était pas forcément bien compris de nos compatriotes métropolitains et en même temps, les ultramarins n'arrivaient pas à se faire entendre, n'arrivaient pas à se sentir bien dans la République, alors qu'il y a tellement de choses en commun et ce rapprochement était nécessaire. Réaffirmer les atouts des Outre-mer, un objectif né après le mouvement social dans les DOM en 2009. 2 ans après, l'État veut mettre en avant la richesse des Outre-mer, un événement qui, de l'avis de certains élus, doit devenir populaire. Il faut entendre ce que les Outre-mer pensent d'eux-mêmes, les interrogations qu'ils ont sur eux parce qu'il y en a, la façon dont ils voient le monde. Et le monde, c'est la France. Le monde, c'est l'Europe. Le monde, c'est aussi leur environnement régional. Daniel Maximin, comment faire en sorte, à travers tous ces événements qui ont marqué l'année des Outre-mer, que tous nos concitoyens s'approprient ces identités multiples ultramarines? Mais en les faisant connaître, en disant que c'est pas fini, l'année d'outre-mer, c'est pas un étranger qu'on a invité qui fait place l'an prochain à un autre. Ouais. Donc il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de fin. Et donc c'est pas une année, c'est une conscience. Vous admettez que c'était un peu artificiel de faire une année des Outre-mer? Non, c'est nécessaire, parce qu'il y avait du retard là. En même temps, vu que ça doit continuer. Exact. Ah ben oui, mais sous les formes d'appropriation justement de chacun. Ouais. Et c'est en ce sens-là que c'était quand même important, c'était une exigence, encore une fois à cause des clichés, mais de tous ordres. Hein. On ne comprend même pas comment on fait une grève et pourquoi et comment. On dit mais qu'est-ce qu'ils veulent, des choses de ce genre. Il faut arrêter avec ces choses. On est à la fois comme d'autres et à la fois spécifique. Vous voyez, des gens, ils ont une vie, on a des problèmes comme d'autres avec la crise dans le monde. Et c'est en même temps, il y a aussi des aspirations et des souhaits qui sont aussi comme d'autres dans le monde. Donc c'est très important de montrer à la fois que ces problèmes sont ceux des hommes d'aujourd'hui, du XXIe siècle, et qu'en même temps, il y a peut-être des solutions comme des problèmes qui viennent de ces régions qui ont une histoire, qui ont un passé, et qui en plus, quels que soient les avenirs, même politiques de ces régions, sont inscrites dans une histoire qu'ils partagent. Et qu'ils ont donc en ce sens quelque chose à donner. Exemple, la question de la citoyenneté. C'est quoi un Français? Ah ben oui, c'est quelqu'un qui vit depuis la Révolution, c'est-à-dire depuis l'abolition de l'esclavage et la déclaration des droits de l'homme, dans une vision où la citoyenneté prime sur l'ethnie, la couleur, etc. Alors, est-ce que justement cette vision de la citoyenneté est-elle la même, par exemple, en Nouvelle-Calédonie? Avec les perspectives politiques que nous connaissons, c'est-à-dire la voie vers l'indépendance. On collectionne les citoyennetés en Calédonie, puisqu'on est à la fois citoyens européens, nationaux français et en même temps citoyens calédoniens. Donc on a aussi une manière de voir les choses, et c'est vrai, dans une perspective qui est une perspective évolutive. Et c'est intéressant de voir la manière dont l'identité se ressent finalement dans ces différents territoires. Et à mon avis, c'est ça qui enrichit aussi. Ça donne à réfléchir sur sa propre perception en voyant comment d'autres, avec une profondeur de temps beaucoup plus grande parfois, parce que ces outre-mer aussi ont des temps de relation à la France très différents, ont tissé leur identité en rapport avec la France ou en rapport avec le monde d'une manière globale, parce que la citoyenneté française aussi, c'est le rapport au monde. Et vous, comment vous regardez tous ces débats qui ont marqué la France pendant d'ailleurs cette année des Outre-mer, l'année 2011, les questions sur l'identité, la quête de sens finalement? Pour vous, ça vous semble... Ça me semble recouper parfaitement les questionnements qu'on a en Calédonie depuis très longtemps. Et simplement en Calédonie, dans le reste du Pacifique aussi, de savoir se penser en tant que Tahitien aujourd'hui, se penser en tant qu'Olysien ou en tant que Kanak ou Calédonien, on est en plein dans cette relation-là. À la fois se penser comme original, avoir quelque chose de spécifique à amener, parce que je suis d'accord avec l'idée que l'outre-mer a aussi des choses à amener. Ce n'est pas simplement un bel objet à regarder et apprécier. Il y a aussi des solutions. Il y a aussi des choses intéressantes. Des musées de l'outre-mer. C'est pas l'année des musées de l'outre-mer, tout à fait. Et les musées sont aussi des espaces où on discute, où on réinterprète, sont des espaces où on crée. Et en ce sens, le lien social qui est très important dans l'outre-mer, peut-être parfois plus qu'en France, comme ça que je le ressens parfois, ce qu'on appelle chez nous la coutume, est peut-être une richesse assez intéressante à faire découvrir au-delà simplement de l'idée de la famille élargie, mais aussi des réciprocités et des engagements que cela implique pour soi et pour le groupe auquel on appartient. Pensez que la France peut se regarder différemment après une année où on a sensibilisé nos concitoyens à la diversité, à la richesse des Outre-mer, et surtout regarder différemment sa place dans le monde aujourd'hui? À elle-même, et bien sûr. Oui. D'abord qu'elle se découvre dans son métissage. La France est aussi un pays, de ce point de vue-là, qui n'a pas moins de métissage que la Calédonie avec les Caldoches et les Kanaks, pas moins que la Réunion avec ses 3 continents, ou que nous, aux Antilles, avec nos 4 continents sur le dos, en quelque sorte, pour fabriquer des identités. La France est peut-être l'exemple dans toute l'histoire de l'Europe de cette rencontre nord-sud, est-ouest, etc. Et que
dire qu'il ne faut pas avoir peur de ça, voyez, de fabriquer une Kanaki, une Nouvelle-Calédonie sans exclure et en disant on va essayer. Hein, voilà. C'est quelque chose qui est vital aussi à notre XXe siècle. Regardez le grand problème d'aujourd'hui, les immigrations. Alors est-ce qu'on va chacun s'enfermer? La France dans la France, l'Europe dans l'Europe, dehors les autres. Non, c'est quelque chose qui est aujourd'hui impossible. Et c'est vrai que dans notre histoire, à cause de la colonisation, de la domination, on nous a imposé l'histoire de poser et de résoudre ce problème même dans des espaces. On a posé aussi un regard sur l'autre. Oui. On a imposé un regard sur l'autre. Oui. Et il y avait parmi les commémorations, durant cette année des Outre-mer, la commémoration des 10 ans de la loi Taubira sur l'esclavage, sur laquelle on va revenir. Mais justement, est-ce que cette perception de la mémoire collective change également? Absolument, parce que souvent, on a caché la mémoire parce qu'on avait peur, ressentiment, c'est des mauvaises choses, comme des gens pour la guerre aussi, 39, oh là là, on ne va pas dire... Non. Pourquoi c'est important? Parce que ce n'est pas l'histoire seulement des malheurs, de l'esclavage, de la traite, c'est l'histoire belle, puissante de la résistance à ces choses-là. Oui. Vous voyez, comme il y a eu la Révolution en France. Vous voyez, donc c'est pas le féodalisme qui fait ce que nous sommes aujourd'hui en France, c'est la Révolution. Ça n'empêche pas les problèmes. Et quelque part, cette histoire, elle est aussi la nôtre. Et donc, de ce point de vue, dire les choses, dire que l'esclavage est un crime contre l'humanité, comme on l'a dit il y a 10 ans avec la loi Taubira, n'est pas quelque chose qui sépare, qui distingue, mais qui en fait rassemble dans une conscience une identité de liberté et d'égalité que nous avons à partager, pas seulement en France, aux Antilles ou chez moi en Guadeloupe, dans le monde d'aujourd'hui. Parce que nous sommes, comme le disait Césaire, poreux à tous les souffles du monde. Nous le savons, parce qu'encore une fois, il faut 2, 3, 4 continents pour faire ce qu'on appelle nos identités. Depuis votre continent, depuis la Nouvelle-Calédonie, vous regardez différemment le monde, et quand vous êtes ici, à Paris, vous le regardez encore différemment, oui, forcément, parce qu'on s'enrichit justement de ces regards. Ne serait-ce que les regards des compatriotes d'outre-mer qui enrichissent énormément. C'est aussi le regard sur la place quel est le mot correct aujourd'hui, des gens de couleur, des Noirs en France aussi, qui est en train de changer très profondément, et grâce à ce type de manifestation. Et pour nous aussi, c'est un regard qui forcément change le regard qu'on porte sur soi-même et sur sa place dans le monde, finalement. On voit qu'il y a des choses qui se sont passées très loin dans le temps, dont la mémoire a un peu effacé et qui ressurgissent tout à coup pour constituer une part non négligeable de l'histoire nationale. La mémoire, vous savez, des résistances, c'est aussi ça. Un des grands événements historiques qu'on a mis en avant cette année, c'était la présence des Outre-mer dans la résistance. La majorité des Français ne savaient pas cela. Et c'est quelque chose qui montre quoi? Une vitalité, une défense, non pas des droits du blanc, du français, du noir, du jaune, du marron, mais de l'homme en général. Et là, on a vu historiquement comment nos aînés ont été au premier rang, les bataillons du Pacifique, vous voyez, en Océanie, et puis, par exemple, la dissidence aux Antilles, dont on a beaucoup parlé cette année, et qui, pour moi, si vous permettez un exemple d'une chose qui, pour moi, restera dans mon cœur tout le temps, une petite fille de 10 ans en train de chanter au 14 juillet le chant des dissidents de son arrière-grand-père, qui était parti comme ça, non pas la fleur au fusil, mais en se disant, on va peut-être mourir, hein, mais il y a une liberté, il y a quelque chose, il y a un nazisme, il y a un fascisme, et nous aussi, nous sommes partants dans ce combat. Bon vent pour la suite, Daniel Maximin. Merci infiniment. Merci, Emmanuel Casarero. L'histoire, on en parlait à l'instant, le partage de la mémoire. Regardez ce reportage sur les Guadeloupéens qui commémorent les 10 ans de la loi Taubira et qui redécouvrent leur nom. Un face-à-face pour un autre regard. Dessiner les réels traits de son identité. La vraie couleur de l'homme, en fait, c'est multicolore. Le 6e continent est sur le bord de la route. Ainsi, avant d'arriver aux portes du centre-ville, la lumière Bayot éclaire déjà la route des festivités commémoratives. Rouge comme le sang versé, blanc comme l'innocence, pour une marche sacrée. Une procession pour un besoin collectif de recueillement. Les Guadeloupéens ont répondu massivement présents à l'appel du 27 mai 2011. Et pour cause, cette année, ils sont venus prendre acte de leur état civil, un besoin de renaissance partagé. Guastel, Toinette, dite Guamant, 40 ans, né en Afrique. Tout se lit sur ces visages, traversés par des sentiments mêlés. Tristesse, sensation de perte d'un être cher, mais pourtant jusqu'alors inconnu. À l'origine de ce travail de deuil,
et de reconstruction des âmes, le CM98. À Pointe-à-Pitre. Mesdames et messieurs, je vous le demande. Comment construire un devenir lorsque la mémoire est trouée, lorsque l'on est désaffilié? Comment peut-on s'unir lorsque l'on n'a de cette époque que le ressentiment qui enserre nos cœurs? Car s'il existe une malédiction, elle est dans cet oubli, dans l'absence du respect que nous avons pour des aïeux. C'est là qu'il faut la chercher si elle existe. Alors, pour effacer cet oubli insensé et honorer la mémoire des esclaves qui ont traversé les mers dans la douleur et les pleurs, cet enterrement collectif de la dignité leur est dédié. Des pétales de fleurs parfumées d'amour, jetés dans un océan de pardon. Des aïeux, des ancêtres que l'on veut retrouver. Des Guadeloupéens qui affluent, un peu perdus, troublés, et qui tentent de comprendre qui ils sont, remonter le fil du temps de s'aligner, un instant de grâce, un pèlerinage bien singulier. La place de la victoire qui n'a jamais aussi bien porté son nom, la victoire contre l'oubli. Françoise Vergès, bonjour, merci de nous avoir rejoints au Musée national de la Marine dans le cadre de ces 24 heures de l'outre-mer sur France O. Vous êtes politologue, présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, et nous venons de voir ce reportage sur la commémoration de cette loi de 2001, la loi Taubira, sur la traite négrière et l'esclavage, qui érige ce crime comme crime contre l'humanité. Alors en quoi ça a changé la perception de l'histoire de France ? Ça a été un tournant, ça a vraiment marqué quelque chose. On l'a vu, il y avait les manifestations du 23 mai en 1998, mais là, la loi de mai 2001 marque vraiment. Elle inscrit à la fois le fait qu'il y a une histoire, un passé qu'il faut connaître, que ça a été un crime, que la France a été une puissance esclavagiste, c'est un crime, et qu'il faut aujourd'hui faire connaître cette histoire et la faire partager par tous les citoyens. Elle n'est pas simplement l'histoire de certains, elle est l'histoire de tous. Prisca Desgras, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes maître de conférence à l'Université Aix-Marseille, vous êtes chercheur associé à l'Université Paris 4, auteur de nombreux ouvrages. Comment vous percevez cette manière de re-raconter l'histoire de France, de la partager avec tous nos concitoyens? Vous avez vu ce reportage également sur les commémorations en Guadeloupe, mais pas seulement en Guadeloupe. Ces commémorations ont eu lieu à travers toute la France. Mais ce sont des moments très importants parce que ce sont des moments qui visent à faire entrer effectivement une histoire qu'on a cru particulière pendant longtemps dans le récit national. C'est une histoire nationale. Il n'y a pas de raison que cette mémoire-là ne soit pas inscrite aussi dans la mémoire nationale. D'abord qu'elle soit exhumée, puisqu'elle a été quand même parfois enfouie, et qu'elle fasse partie véritablement du récit national que nous pouvons nous raconter et continuer de raconter aux générations futures. Alors, récit national, mais qui n'est pas forcément avec certains dans une posture de victime et d'autres de héros. Est-ce que les rôles changent avec ce récit partagé ? Oui, je crois qu'on n'est plus effectivement dans cette dualité du héros, de l'esclave marron, contre le soumis. Non, nous sommes véritablement dans une histoire commune. C'est ce que nous dit d'ailleurs depuis très longtemps la littérature de la Caraïbe et des Amériques d'une manière générale, qui a pour grande obsession d'ailleurs l'esclavage, nous dit que nous sommes dans une histoire commune, une histoire maintenant partagée. Votre père a participé activement à la résistance. Comment ça vous a forgé cette perception, cette envie de France ? Alors, disons que mon père, en tant que dissident, est parti très jeune de la Martinique pour rejoindre les forces alliées. Il a fait ses classes aux États-Unis, il a fait après la campagne d'Afrique du Nord, d'Italie, une histoire héroïque, glorieuse, à laquelle on a rendu hommage il y a peu de temps, lorsqu'on a rendu hommage aux dissidents antillais. Hommage que j'ai trouvé pour ma part un peu tardif, mais bon, la République... Mieux vaut tard que jamais. Oui, bien que de nombreux dissidents, malheureusement, ne soient plus là pour témoigner de leur action héroïque. Ça a été une manière, effectivement, d'inscrire l'action de ces jeunes gens, pas seulement dans l'histoire de la France, mais dans celle de l'antifascisme. Donc dans une histoire internationale aussi contre l'oppression, contre le nazisme, contre le fascisme. Françoise Vergès, vous avez participé activement à cette année des Outre-mer. Qu'est-ce que vous retenez alors qu'elle touche à sa fin ? Je pense que la question, c'est toujours...
est-ce que la France serait ce qu'elle est sans ce qu'ont apporté à la fois les esclaves, les colonisés, toutes ces mémoires produites par la longue histoire coloniale? Est-ce qu'elle ne serait pas plus pauvre, moins riche? Et aussi, donc je pense que ça c'est une des premières choses qu'il faut faire prendre conscience, et au-delà justement peut-être même des mémoires de l'esclavage, de l'étendre à toutes les mémoires coloniales. Dans les terres d'outre-mer, vous avez aussi les mémoires des travailleurs engagés, indiens, chinois, vous avez des migrants syriens ou libanais ou de Gujarati. Et quand on l'étend à tout ça, on voit que ce sont des terres justement, donc des terres de migration toujours. Et au moment où on parle tellement de la diversité aujourd'hui, comment la mettre vraiment en œuvre? Je pense que là, ces terres sont des terres où l'on peut justement trouver des réponses à cette question. Donc pour moi, ça fait partie tout un mouvement général de transformation de la société française, qu'elle arrive justement à confronter à la fois ce passé pour entrer dans un présent beaucoup plus justement apaisé. Alors cette année, les Outre-mer a été marquée par un certain nombre d'événements, de manifestations, de conférences. Est-ce que vous pensez que nos concitoyens sont plus sensibles à cette histoire? Et comment faire dans un cadre relativement figé quand même pour expliquer cette histoire? Est-ce que vous avez réussi votre pari cette année? Je pense qu'il faudra continuer. Je pense, pour ma part, qu'il faudra un jour un lieu pérenne, un lieu tangible, un lieu matériel, où justement, à la fois ces mémoires et ces histoires sont données à voir, données à entendre. Comment ? Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de musées? Oui, ou que nous ne sommes pas présents dans les musées. Où est-ce qu'elle est notre histoire? Où est-ce qu'elle est racontée? Au Musée national de la Marine, par exemple. Un peu, mais je veux dire, oui, mais il faut la trouver, il faut la connaître. Elle n'est pas là exposée, elle n'est pas rendue lisible et visible. Je pense que ça, je veux dire, tout un chacun, où vous allez, si vous voulez connaître, vous allez où? Il n'y a pas d'endroit. Je pense que ça change profondément quelque chose. Quand il y a un endroit, il y a quelque chose. On le voit avec le mémorial de la Shoah. Qu'est-ce qu'on y verrait dans un endroit? On verrait toutes ces mémoires croisées, toutes ces histoires, à la fois les histoires, et moi je parle de tous les Outre-mer, pas simplement justement mais toute cette longue histoire coloniale qui aujourd'hui, il y a en France des individus, des groupes dont l'histoire familiale ou en héritage, ou directement ou en héritage, sont liés à cette histoire. Et il faut justement que toute la France entende ces histoires. Et je le dis encore une fois, c'est autant aujourd'hui des migrants de l'Afrique subsaharienne que par exemple des gens qui sont arrivés de l'Indochine après la fin de la guerre, que des descendants d'esclaves, que des descendants de Malgaches. Raconter leur récit, les montrer, valoriser, le voir qu'ils ont été là. Qui sait qu'en France, il y a déjà des Africains dès le XVIIIe siècle? Qui sait que la rue Montorgueil à Paris était une rue qui était habitée majoritairement par des artisans d'origine africaine? Que le club révolutionnaire de l'église Saint-Eustache était composé en majorité d'Africains, de gens d'origine africaine, de montrer que c'est une longue histoire, une longue présence, et donc de ne pas jeter les gens les uns contre les autres, de montrer qu'ils sont là et que nous sommes ensemble sur cette terre, personne ne partira. Vous êtes d'accord avec cette idée? Il faut montrer... Oui, bien sûr. C'était d'ailleurs le projet initial, si je me souviens bien, de Glissant, enfin le rapport qu'avait fait Glissant en 2007 sur le Centre national pour la mémoire des esclavages, qui était un projet initié par Jacques Chirac, si je me souviens bien. Par le comité pour la mémoire de l'esclavage. Pardon, excusez-moi. C'est la présidence de Jacques Chirac, excusez-moi, quel impair. Mais qui n'a jamais vu le jour. Pour quelle raison? Effectivement. Manque de volonté politique. Manque de volonté, et puis sous le prétexte de problèmes financiers qui sont toujours le prétexte qu'on avance. Mais effectivement, un lieu qui soit un autre lieu. Parce que moi, qui travaille beaucoup en littérature, je sais qu'il y a déjà des lieux littéraires de cette mémoire. Et qui sont des lieux qui se transportent, qu'on lit, et qui se transportent de génération en génération. Mais un lieu véritable, effectivement, devrait voir le jour... Alors, est-ce que cette année des Outre-mer a suscité une envie de découverte des Outre-mer? En tout cas, dans les départements d'Outre-mer, l'envie de France existait depuis bien longtemps. Et cette année, en 2011, c'est Mayotte, 101e département français, qui a rejoint la France. C'était le 19 mars 1946. L'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité la loi de la départementalisation, transformant les 4 vieilles colonies en départements français. Aimé Césaire en est le rapporteur. C'est pas une loi d'assimilation, mieux d'égalisation, de libérer près d'1 million d'hommes de l'assujettissement. Ce qui m'intéressait, c'était d'obtenir le résultat. Appelez-le comme vous voulez, assimilation, égalisation,
rattrapage. C'est ce que vous voulez, foutez-moi la paix, mais donnez-moi ce que je vous demande. Avec le martyre